Je m'appelle Annette Bon et je suis un membre du comité d'organisation de ce premier salon, ce premier contre-salon des vieilles et des vieux. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir en votre nom pour cette conversation de fin de journée, de la première journée, deux écrivaines bien connues, Annie Ernaux et Michel Perrault, qui nous ont fait le grand honneur de venir. J'ai envie de dire simplement que chacune dans leur domaine, que ce soit l'histoire ou la littérature, elles ont marqué nos années et nous permettent, par leur combat constant, de mieux traverser notre époque. Voilà. Et Laure, à toi. C'est pas la peine de te présenter parce que tout le monde t'entend très souvent, donc on te connaît très bien. Oui, mais là, je suis en tant que CNAV. Absolument. C'est une fierté d'être là. Bon, ben merci d'être si nombreux pour cette conversation entre deux personnes que j'admire infiniment et qui ont construit ma vie, dans tous les sens du terme. Donc, je vais les écouter, nous allons les écouter. Je vais partir de questions qui sont extrêmement simples pour qu'elles se parlent entre elles. Si je vous dis le mot « vieillir », quelle est la signification de ce mot pour chacune d'entre vous? Michel. D'abord, ça m'ennuie. Je ne trouve pas spontanément que ce soit très drôle. Hein. Mais enfin, c'est un fait, donc il faut l'affronter et essayer que ce soit le moins mal possible. Mais ce qui me frappe aussi, c'est l'histoire de la conscience de la vieillesse. Et le fait qu'il y ait ici un premier salon, et qui est contre-salon, pardonnez-moi, oui, contre, de toute façon, il faut toujours être un peu contre, hein. Et qu'il y ait tant de monde, c'est quelque chose qui est assez significatif. Et peut-être que dans la conversation, en effet, on va se demander pourquoi. Annie. Oui, eh bien, je vais vous surprendre peut-être, mais moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais vieille. Oui, alors évidemment, c'était purement, certainement imaginaire, mais j'avais toujours, quand j'avais 12 ans, je pensais que j'étais plus vieille que mon âge. Oui, c'était ainsi. Et enfin, je veux dire que à 40 ans, je pensais que j'étais vraiment, vraiment vieille. Et en même temps, ça n'était pas un problème. C'était pas un problème. Alors, je sais que tout ça peut paraître un petit peu bizarre, mais maintenant, juste maintenant, qu'est-ce que ça signifie vieillir? Pour moi, c'est d'abord une histoire de corps. C'est une histoire de corps, c'est une histoire de force, de plus pouvoir faire des choses. C'est très concret, c'est très concret. Et comme vous disiez, Michel, ça m'ennuie. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, ça commence bien.
Nous, on est là pour expliquer que justement, la vieillesse est un privilège, que la vieillesse, c'est pas forcément la perte, c'est pas forcément l'absence de contrôle. Alors, on va peut-être partir sur des bases historiques. Il y a eu un temps où les personnes en France ne savaient pas quel âge elles avaient. Donc, c'était peut-être un temps béni. Est-ce que, Michel, tu peux nous raconter la prise de conscience de l'histoire de notre âge à l'intérieur de notre société? Il y a eu un temps, puisqu'on ne savait pas quel âge on avait, par définition, alors Annie dit c'est le corps, mais par définition, on n'était jamais vieux ni vieille. Mais on mourait très jeune, par contre. Donc il n'y avait pas de vieux ni de vieille. Oui, alors dans toutes les sociétés, il y a toujours eu les plus âgés quand même, dans une communauté, dans un village, dans un groupe quelconque. Il y avait souvent d'ailleurs l'idée de, pas toujours, mais de respect pour le plus âgé qui a connu, qui a eu une expérience, etc. Mais c'était souvent un petit peu des isolats, des isolés. Ça commence à devenir une catégorie statistique importante à partir évidemment du moment où on meurt plus tard. Et ça, ce qu'il faut dire, c'est que la vieillesse, dont on a dit qu'elle ne nous amusait pas tellement en tant qu'individu, si on considère collectivement, c'est une victoire. Parce que ça veut dire aussi qu'on vit beaucoup plus longtemps. Alors, on peut estimer qu'après tout, ça ne vaut pas le coup de vivre plus longtemps si on a tel et tel ennui, mais malgré tout, la vieillesse est une victoire sur la mort. Voilà. On va vers elle, certes, mais plus tard, plus loin. Et on l'envoie un peu balader, comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté positif dans cela. Alors, l'histoire de cet allongement de la vie est relativement bien connue par les travaux des démographes. Ceci dit, et heureusement, que l'Église, avant l'état civil, avait les registres paroissiaux. Grâce aux registres paroissiaux constitués dès le Moyen-Âge, dès la fin du Moyen-Âge, on a malgré tout, sur la naissance et la mort, et par conséquent sur la durée de la vie, des statistiques assez remarquables par rapport à beaucoup d'autres choses. Et ça permet de voir cette évolution, il y a des tas de travaux là-dessus, de voir la différence homme-femme, la différence des régions, etc., etc. Et sur la différence genrée, je sais que tu viens, Laure, de faire un séminaire là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, on va peut-être y revenir, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Les femmes mouraient beaucoup en couches, et il y avait une forte mortalité des femmes pratiquement jusqu'au 19e siècle. C'est à ce moment-là que ça a changé. Donc, il y a toute une histoire quantitative, évidemment une histoire des représentations, c'est-à-dire de la conscience qu'on en a, qui est une histoire très intéressante et qui nous permet de nous situer individuellement dans un temps, dans un espace et dans un ensemble de personnes. Annie, puisque vous avez dit que vous étiez vieille à 12 ans, Chateaubriand faisait moins bien que vous, puisqu'à 29 ans, il se trouvait très très vieux. Donc vous êtes plus forte que Chateaubriand, c'est déjà quelque chose. Mais à partir du moment où vous avez pensé que vous étiez vieille, quelle signification cela revêtait-il ? Et est-ce qu'en vieillissant, vous avez l'impression de rajeunir ? Oui, alors c'est très, effectivement, je veux dire que la sensation, la conscience de la vieillesse, c'est vraiment quelque chose d'une extrême complexité et qui varie, je pense, suivant l'histoire de chaque individu.
Je sais que je me souviens que Simone de Beauvoir, dans La vieillesse, elle commence par cet énorme livre qu'elle consacre à la vieillesse en 1970. Elle commence par dire que que la vieillesse, c'est un événement effectivement qui concerne l'individu, mais qui concerne l'individu dans le temps. L'individu dans le temps, et donc aussi dans le monde et dans l'histoire. Bon, tout ça, ça paraît très, très vaste, mais pour moi, ça a un contenu extrêmement précis. C'est-à-dire que c'est la conscience du temps qui est pour moi le signe du vieillissement. C'est-à-dire que à 12 ans, je dis que je me sens vieille, mais je sais qu'il y a devant moi un avenir illimité. C'est ça. Voilà. Je le sais, même si c'est vague, c'est flou. Et puis, mais en même temps, moi, à cet âge-là, à cause de mon histoire, j'ai peur de la mort. C'est ça. J'ai peur de la mort. Pourquoi j'ai peur de la mort? Parce que j'ai eu une sœur morte, dont on cache l'existence, qui est morte à 7 ans de la diphtérie, avant ma naissance, et puis que moi-même, j'ai failli mourir du tétanos à 5 ans. Donc, l'avenir, c'est à la fois, c'est immense, et en même temps, il y a la peur de la mort. Et je crois que toute mon existence, jusqu'à présent, c'est-à-dire 83 ans, c'est aussi cette conscience de la mort. Cette conscience de la mort ne m'a jamais abandonnée. Mais maintenant, ça a une autre... c'est une certitude. Voilà, je veux dire, c'est une certitude. Là, on va sans doute en parler, comment on s'imagine effectivement la fin. Et donc, je ne veux pas être trop longue, mais expliquer donc que c'est extrêmement intérieur, je le dis, mais en même temps, j'ai parlé du monde. Et oui, c'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas séparer la façon qu'on a de vieillir de la société. Vraiment, comment elle accepte que nous vieillissions, surtout les femmes. Est-ce qu'on peut, comme cette mannequin qu'on a vue, poser pour des soutiens-gorge d'une marque, une femme qui a 62 ans. Je ne sais pas si vous aviez vu il y a quelques années. Et effectivement, elle fait ça pour montrer que notre société ne veut pas que les femmes, mais aussi les hommes d'ailleurs, se montrent dans leur presque nudité. Et donc, elle fait ça. Mais en même temps, moi, en la voyant, je pense encore toujours que c'est une vieille femme. Voilà. Et que c'est pas encore accepté, si vous voulez. Je prends cet exemple pour montrer que vieillir maintenant, ça n'est certainement pas vieillir comme non seulement il y a 100 ans, mais même il y a 30 ans. Voilà. Vous voulez dire qu'on a toutes et tous à l'intérieur de notre tête des clichés, des stéréotypes sur la vieillesse? Oui, mais aussi, je veux dire que le monde impacte notre vision notre sensation de la vieillesse. Peut-être que je m'avance un peu trop là dans la discussion, mais par exemple, c'est ce sentiment que le monde va... Je pense que c'est un sentiment partagé quand même, que le monde va de plus en plus vite, qu'il y a de plus en plus d'inventions. Par exemple, je m'aperçois que l'IA, l'intelligence artificielle, eh bien jusqu'au début janvier de cette année, je ne la connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Et que j'en ai éprouvé le sentiment d'être déphasée par rapport à mon époque, vraiment. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça par rapport à l'informatique. Il y a énormément et c'est ce sentiment que
Alors, j'ai même cette image-là, mais elle est ancienne d'ailleurs, c'est que je me représentais moi, ma vie, comme, je ne sais pas si vous connaissez ce passage du Petit Prince de Saint-Exupéry, où le Petit Prince arrive sur une planète où il y a un allumeur de réverbère qui n'arrête pas de courir, parce que sur la planète, le jour ne dure qu'une minute. Il a une minute. Et donc, j'avais le sentiment que, les semaines, les jours, etc., maintenant, c'est devenu la planète du Petit Prince. Ça passe très, très vite et les choses passent très, très vite. Cette sensation du temps, pour moi, est primordiale. Je ne sais pas si je peux la partager. Voilà. As-tu l'impression, Michel, comme Annie, que justement, plus on vieillit, plus entre guillemets, les progrès technologiques avançant, plus on ne fait plus partie du même monde que les plus jeunes? Bon, Ken Loach en avait fait un film, on appelle ça en termes sociologiques la fracture numérique. Elle est très importante, effectivement, dans certains pays, notamment le nôtre, comme si une partie de nos possibilités nous était enlevée parce que la jeunesse, c'est le culte de la vitesse aussi. Donc, on ne serait pas forcément dans le même temps, dans les mêmes temporalités. Oui, ce qu'il y a de difficile dans la vieillesse, finalement, c'est les deux mouvements. Le sentiment de la fin, et en particulier quand on vit un peu plus vieux, on voit disparaître des gens. C'est ça. Moi, je trouve ça, le plus terrible, c'est ça. C'est ça. Finalement, on voit disparaître des gens plus jeunes que soi aussi. Hein. Et ça, c'est dramatique, absolument. Donc, il y a cette idée de la fin, des gens qui s'en vont, des choses qui disparaissent. Et là, quand on devient un peu un espèce de témoin de quelque chose, une butte témoin en quelque chose, c'est pas tellement drôle. Hein, c'est pas tellement drôle. Bon, et d'un autre côté, il y a l'avènement des choses. Alors moi, sur l'avènement des choses, j'ai des sentiments très mêlés. D'un côté, ça me passionne. Hein. Je suis passionné par l'actualité, pas du tout hostile à rien, hein, plutôt de l'esprit de curiosité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Comment analyser ce monde que nous vivons, hein? Et ça, à la limite, je trouve que c'est ça qui vaut le coup de vivre. Voilà. Au fond, la mort est inévitable, elle va venir, bon, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Voilà. Hein. Donc mourir, c'est arrêter de savoir, quoi. C'est arrêter de savoir. Et aussi bien pour l'entourage, par exemple, que vont devenir mes petits-enfants, que vont devenir mes arrières, etc. Hein, que vont devenir, voilà, ce petit monde que je connais, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Comment vont-ils vivre dans tant et telle année? Ça, c'est pénible de ne pas le savoir, quand même. Hein? C'est pénible. Et puis, le monde tel qu'il vit, qui est plein d'intrigues, qui est plein de questions. Et quand on est historienne, mais peu importe, quand on est simplement humain, on a cette curiosité. On connaît le passé, on croit le connaître, hein, bien sûr. Mais enfin, on croit quand même le connaître, on regarde derrière soi. Mais devant, là-bas, devant, hein, il y a les brumes, il y a cet inconnu. Et vieillir et savoir qu'on ne le saura pas, ça, c'est quelque chose. Annie. Ah oui, moi je suis absolument d'accord, c'est ça. Alors la première chose, c'est de voir effectivement disparaître des gens plus jeunes que soi, et plus on avance, je veux dire, plus ils sont nombreux. Les gens qu'on a connus, que ce soit des gens connus d'ailleurs, qui ont fait partie de la vie en général, et des proches, des amis.
Voilà. Donc ça, c'est effectivement, je veux dire, une blessure. Et l'autre idée, effectivement, c'est cette curiosité de l'avenir que moi aussi, j'ai profondément. Et une des choses qui m'arrive assez souvent, c'est par exemple d'entendre, alors en 2040, voilà, il se passera telle chose, ou en 2050, le réchauffement climatique, et instantanément, je pense que je ne serai pas là. Voilà. C'est ça. Donc, c'est effectivement de connaître la suite, ce qu'on appelle connaître la suite, à la fois, évidemment, dans le monde, et puis ses proches, bien sûr, ses proches. Et à cela, j'essaie de ne pas trop penser, parce que là, entre en jeu, effectivement, là, quand même, des choses beaucoup plus, je veux dire, intimes. Voilà, voilà, de savoir, je ne sais pas, je me dis, j'ai ma petite fille qui a 20 ans. Voilà, beaucoup de choix se posent à elle et je les connaîtrai pas tous. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui, voilà, que je veux, une chose à laquelle je veux pas trop penser, parce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, on ne peut pas aller voir une cartomancienne. Hein. Voilà. Donc. Mais Annie, est-ce que vieillir, c'est adhérer au temps qui nous enveloppe, dans lequel nous vivons, ou c'est une sorte de privilège qui permet d'apprivoiser son propre temps pour mieux le maîtriser? Enfin, moi, je trouve dans justement la curiosité de ce qui se passe autour dans le monde, effectivement, un recours contre des pensées plus moroses, effectivement, ou de ma propre limitation. De la limitation qui, au mieux, c'est au pire, au plus grand, ce serait 20 ans, et de toute façon, tout ça ne signifie rien. Je veux dire, c'est voilà. Il faudrait savoir à quel moment, effectivement, quand même, c'est une question. À quel moment vous êtes sentie vieille? Vous avez été sûre d'être vieille? Oui. Comme vous, j'ai eu des angoisses à certains âges. Pour moi, ce n'était pas tellement 12, c'était à 15 ans. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai pensé que j'allais mourir. J'étais persuadé que j'allais mourir. Et bon, et puis ça a passé, j'ai vécu. Donc, je me suis aperçu qu'après tout, 15 ans, c'était une limite, mais une limite qu'on pouvait dépasser. Et puis, à 30 ans, ça a recommencé. Et puis, voilà, mais par moment seulement. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Je crois que j'ai beaucoup refusé la vieillesse. Je l'ai beaucoup refusée. J'ai refusé de la voir, même. Hein. Pratiquement, je ne sais pas, en m'agitant, probablement, m'agitant vainement à faire telle ou telle chose, mais je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas voir ça. Et finalement, à un certain moment même, je me suis dit, mais on nous embête avec la vieillesse. Voilà, voilà une catégorie qui va s'imposer à moi et qui va m'obliger à me penser comme vieille. Hein. Et par conséquent, ça m'a posé problème. Et je me rends compte, évidemment, à mes dépens d'une certaine manière, que c'était ridicule. C'était ridicule. Il faut aussi s'assumer dans toutes ses dimensions, sans peut-être en faire un plat. Voilà. Peut-être non plus, faut pas non plus, me semble-t-il, s'enfoncer dans cette seule conscience de la vieillesse. Parce que la vieillesse est une forme de notre identité, mais enfin, ça n'en est qu'une. Je sais bien que, l'âge venant, et je le sais, au plus que la plupart de ceux qui sont là d'ailleurs, je sais bien que ça va devenir nécessairement une des dimensions de ma vie, de notre vie, etc. Mais enfin, ça n'est pas la seule. Hein. Ça fait partie d'un tout, et il faut à la fois en prendre, c'est pas commode, hein, à la fois en prendre conscience, l'assumer, mais le replacer dans quelque chose de plus vaste aussi. Est-ce que vieillir, c'est apprendre à mourir, Annie? Non.
Non, non, réellement, enfin, la question est brutale. Mais oui. On est là pour se dire oui, la vérité. Oui, non, mais je pense. Alors, il y a une chose quand même, c'est que j'ai conscience d'avoir beaucoup vécu. Bon, ça veut dire quoi alors, conscience? C'est peut-être une des définitions de la vieillesse, conscience d'avoir beaucoup vécu. Oui, enfin d'avoir vécu beaucoup de choses, des choses pas assez dures, et d'autres choses très heureuses, mais surtout d'avoir fait, oui, et en ce sens peut-être suis-je une privilégiée, mais d'avoir fait ce que je voulais faire quand j'avais 20 ans. Et c'est ça. Et c'est ça. Et en même temps, ça n'est jamais clos, l'écriture, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et de se demander quelquefois si je ne suis pas passée à côté d'autres choses importantes de ma vie. Parce que c'est ça aussi vieillir, c'est s'interroger. Je crois que c'est ça qui est bien aussi dans la vieillesse, c'est qu'on est presque spontanément des êtres qui réfléchissons à tout ce qui est au fond profond dans la vie et auquel on n'a pas pensé dans le mouvement des choses, dans le travail, et de se retourner sur ces choses-là. Profondément, je veux dire l'être, voilà, l'être et le néant, hein, par exemple, voilà. Et donc, je pense qu'il y a, au fond, il y a dans chaque période de la vie, il y a beaucoup de choses intéressantes à vivre, voilà. C'est peut-être déjà une conclusion, mais non, oui, mais on va revenir. Quand on la vit, cette vie, avec ses différentes séquences, surtout quand on est jeune, peut-être quand on est vieux c'est différent, mais quand on est jeune, on ne sait pas qu'on vit sa propre jeunesse. Mais la vieillesse, c'est un autre sentiment autant, puisque comme vous venez de le dire, c'est comme s'il y avait une sédimentation de tout ce qu'on avait vécu. Donc il y a une réalité de la perception de cet âge-là. Oui, absolument. C'est effectivement... mais à quoi c'est dû? C'est parce que le corps, c'est le corps quand même qui manifeste son... Je veux dire, c'est à ses naissances de manière assez forte. Et puis, non, je pense aussi, c'est toujours, comme disait François Mitterrand, le temps qu'il reste. C'est le temps qu'il reste. Or, ce temps-là, il est tellement immense quand on a 20 ans et que là, dans le meilleur des cas, comme je disais, et voilà, c'est un nombre qu'on peut à peu près calculer. Et c'est ça quand même qui est... bien sûr qu'on peut mourir à 30 ans, mais on n'est pas parti pour mourir à 30 ans. On recule, on recule toujours cette échéance, ce départ. Au fond, c'est vraiment la vieillesse, c'est notre âge métaphysique à nous, voilà, d'une certaine manière. J'ai beaucoup de mal à décrire ce que je peux ressentir. Si je vous ai posé cette question, Michel, à quel âge vous êtes voilà, c'est parce que j'étais longtemps dans une sorte de déni de la vieillesse, parce que je fais au fond, comme nous toutes, partie des privilégiés qui poursuivons une activité le plus longtemps possible, dans des conditions aussi matérielles qui sont assez bonnes. Voilà. Donc, j'étais dans ce déni-là, et puis brusquement, je veux dire que c'est comme si j'avais dépassé sans m'en rendre compte, et que je me suis dit, ah mais oui, mais maintenant, non, je suis vieille. Et je fais coïncider ça avec le confinement. Je crois que je peux dire,
Voilà, je suis devenue vieille pendant le confinement. Mais en fait, il faut dire que le président de la République nous a rappelé qu'à partir d'un certain âge, il fallait rester chez nous et qu'on était des moins que rien. Et oui. Ah, mais oui, mes enfants me disaient, ah non, on ne vient plus te voir. Ah non. Et non, voilà, j'étais... oui, alors... Bien sûr, bon, je m'accommode bien de la solitude, voilà, je m'occupe bien, j'ai un jardin, etc. Toutes ces choses comptent beaucoup pour moi. Mais d'un seul coup, j'ai été rappelée à l'ordre de mon âge. Voilà. Rappelée à l'ordre de son âge. Oui, oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est il n'y a pas une vieillesse, il y a plusieurs vieillesses. Voilà. D'abord, il y a plusieurs vieillesses dans la vieillesse. Quand j'entends Laure, il n'y a pas tellement longtemps, dire « je suis vieille », bon, alors qu'elle vient tout juste de prendre sa retraite, hein, je me dis, mais bon, très tard. Oui, enfin écoute, franchement, non, mais la vieillesse est un temps qui s'allonge. Et par conséquent, il y a différents moments, et franchement, les jeunes retraités, c'est formidable, hein. D'ailleurs, ils fournissent énormément de bénévoles dans les associations, etc., etc. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que la fin de cette période où, en effet, on voit la ligne d'arrivée, hein, si l'on peut dire. Il y a déjà cette différence existentielle de la vieillesse pour chacun. Et puis, il y a des différences sociales considérables. C'est pas la... Alors vous avez dit, nous sommes des privilégiés, bien sûr. Nous sommes des privilégiés, disons, de l'argent d'une certaine manière. Bon, et puis des privilégiés de la culture. Parce que c'est vrai qu'avoir eu un capital culturel, ça compte particulièrement quand on est âgé. Hein. C'est pas, on n'a pas besoin de... Enfin si, on a besoin d'argent, bien sûr. Mais les loisirs peuvent être des choses qui coûtent très peu cher à partir du moment où il y a la culture justement pour l'utiliser. Là, il y a eu des grandes différences entre les gens. Et il y a des différences de classe sociale. Et puis d'autre part, il y a des différences de mortalité. Il faut bien savoir que quand on est un ouvrier ou une ouvrière qui ont fait ou autre, mais des catégories populaires, on n'a pas d'espérance de vie. L'espérance de vie est bien moindre. Donc, il y a des vieillesses, il y a des espérances de vie. C'est la belle expression, espérance de vie. Hein, c'est un terme démographique. Et les espérances de vie ne sont pas les mêmes selon les catégories sociales, etc., etc. Donc, il y a une pluralité des vieillesses qui fait que les histoires, évidemment, sont différentes et les mesures à prendre et les consciences qu'il faut en avoir. La vieillesse, les vieillesses, c'est un monde immense. Hein. C'est un monde immense avec des différences d'expérience tout à fait considérables. Et bien entendu, et peut-être qu'on va y venir, la différence entre les hommes et les femmes aussi. Ça, c'est très intéressant et très important. Alors, on va y venir, mais on va peut-être continuer sur les inégalités sociales et la vieillesse, parce qu'il était un temps pas si lointain où quand on avait travaillé, on ne va pas parler de la réforme des retraites aujourd'hui, mais évidemment, on y pense, où quand on avait travaillé, il restait peu de temps aux personnes qui avaient travaillé entre le début de la retraite et le cimetière. C'était une évidence. Aujourd'hui, on peut dire que vieillir, c'est aussi une avancée bien heureuse des progrès médicaux. On reviendra peut-être vieillir jusqu'où, vieillir comment, vieillir pour nous donner le sentiment qu'on va vieillir éternellement et qu'on ne va jamais mourir. Est-ce que c'est la peur de la mort que la médecine encourage indirectement? Mais ces inégalités sociales, dans la vieillesse, elles touchent plus les femmes que les hommes. Et il faut peut-être parler de ces femmes qui commencent à travailler très jeunes, qui sont dans une précarité jusqu'au moment de leur retraite, malgré les responsabilités qu'elles ont, et notamment de ce qu'on appelle pudiquement les situations monoparentales, et
et qui aujourd'hui, dans notre monde, touchent des retraites extrêmement basses. Est-ce que cette inégalité dans la vieillesse n'est pas un fer de lance du combat futur pour que des vieillesses puissent être plus harmonieuses et plus égalitaires? Oui, la réponse, bien sûr, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est tout à fait juste, absolument. Alors, pour la différence homme-femme, encore une fois, la longévité des femmes aujourd'hui, en France, il y a une différence à peu près. Ça varie d'ailleurs, de 7 à 8 ans, entre 6 et 8 ans, de différence de vie entre les hommes et les femmes. C'est considérable, hein, c'est absolument considérable. Si on estime que la vie est un bien, et on va peut-être adopter cette définition, j'en sais rien, alors c'est un plus pour les femmes, hein, bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est vieillir, pourquoi? Voilà. Hein. Qu'est-ce que ça va être que ce temps de plus, si c'est la solitude, si c'est la pauvreté, plus ou moins relative, etc. Si c'est la mauvaise santé, etc. Donc, cet avantage existentiel qui est du côté des femmes est ambigu. Ça peut se vivre, en effet, de façon différente. Alors, la différence actuelle de niveau de vie entre les hommes et les femmes exprime surtout la différence antérieure. Si les femmes ont des retraites plus petites que les hommes, à l'heure actuelle, statistiquement, c'est tout à fait vrai. C'est pas seulement parce qu'elles sont moins bien payées que les hommes, et nous savons qu'il y a à travail égal encore des inégalités importantes du point de vue du salaire, mais c'est surtout parce que les femmes, aujourd'hui dans notre société, ne vont pas aussi loin que les hommes dans les études. Il y a des professions qu'elles ne font pas, qu'elles n'oseront pas faire, qu'elles ne pourront pas faire, parce que maternité, parce que travail temporaire, etc., etc. Donc, la différence à l'arrivée dans la retraite exprime toutes ces différences qui existent dans la société entre les hommes et les femmes, et par conséquent, il ne s'agit pas de se battre seulement au moment de la retraite, il s'agit d'en prendre conscience avant. Hein. Ça veut dire, en effet, arriver à cette égalité plus grande, tout au moins, entre les hommes et les femmes, la vieillesse n'exprimant que ces différences antérieures. Annie ? Je suis d'accord, je peux pas ajouter de choses plus précises que vous, Michel, sur cette inégalité qui est antérieure, effectivement. C'est ça que je remarque, effectivement, et qui fait que des femmes sont seules et pauvres surtout. Elles n'ont pas fait les carrières, comme on dit, voilà. Elles ont élevé des enfants et c'est un temps à trous, le temps d'une femme. C'est ça. Et donc il y a effectivement donc c'est tout ça qui serait un motif de lutte, absolument, un des nombreux motifs de lutte pour que se rétablisse effectivement cette égalité. Je peux pas ajouter de plus que vous. Oui, mais on vous a lu, Annie. Hein. On sait bien qu'une partie de votre œuvre est consacrée justement à ce temps-là et à ce temps qui vient transformer les êtres individuellement, mais aussi collectivement. Est-ce que, là je pense aux années, est-ce que vous pensez que la vieillesse, ce sentiment de la vieillesse, c'est un sentiment collectif ? C'est quelque chose qui peut nous unir, pas forcément en tant que catégorie d'âge, mais au lieu de nous disjoindre, qui permettrait peut-être de nous unir. Alors moi je pense qu'il y a quand même un progrès là. D'abord, j'ai le souvenir effectivement du livre de Simone de Beauvoir dont nous avions parlé ensemble, qui était un tableau absolument effrayant à cette époque-là, et que la vieillesse n'était pas un sujet, et que maintenant, je pense que justement, par exemple, on ne parle pas de la réforme des retraites, mais si
pourquoi il y a eu ce mouvement? Eh bien, c'est parce que justement, on a conscience que le temps après est plus long et que on veut justement en profiter. Voilà. Et ça montrait une conscience que bon a été tout de suite balayée par les lois du gouvernement, etc. Tout à fait. Entre autres, effectivement, il y a toujours beaucoup plus d'hommes donc en politique et à l'Assemblée que de femmes pour ce sujet. Mais que ça peut, comme vous dites, nous unir. Et la preuve, elle est là déjà, d'une certaine manière. Et puis il y a je veux dire même. On sait par exemple que les grands-mères, voilà, les grands-mères ont un rôle très très important par rapport à leurs filles ou belles-filles en s'occupant des enfants. Donc on se dit que là effectivement la vieillesse maintenant, eh bien c'est justement peut-être une période qu'on pourrait réussir. Voilà. C'est ce terme, moi, j'aime beaucoup penser qu'on peut réussir cette dernière étape. Mais c'est magnifique ce que vous dites là. Non, mais je super. Pense. Oui. Mais alors comment on fait mais oui, justement, mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. C'est justement, c'est collectif. C'est toujours comme ça qu'on obtient les choses. Voilà. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est des choses qu'on dit jamais. Ça, réussir sa vieillesse. On vit dans une société où on nous permet de ne plus jamais réussir quoi que ce soit à partir du moment où on est vieux. Oui, c'est vraiment, je veux dire, un jour, je me suis réveillée en me disant que, voilà, j'allais réussir ma vieillesse. Je l'ai pensé. Bon, je me suis dit, là, tu es un peu prétentieuse, mais je pense que de penser comme ça, eh bien, c'est important. Mais bien entendu, je sais que c'est pas quelque chose juste de personnel. Je pense que c'est quelque chose qui doit être porté aussi par l'ensemble d'une société, effectivement. Oui, Michel. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup ce que vous dites, Annie. Et peut-être là, y a-t-il d'ailleurs un apport possible des femmes, hein? D'abord, les femmes, comme on vient de le dire, vivent plus longtemps. Donc, elles ont nécessairement à gérer ça. Et puis, par leur culture, leur pratique, elles ont été quand même habituées aux soins, au corps, hein, au rapport avec les autres, etc. Il est possible même, quelqu'un me le disait tout à l'heure, un monsieur d'ailleurs me disait ça, il me disait mais les hommes ne voient pas la vieillesse comme les femmes. Oui, probablement. Il est probable par ailleurs que la catégorie vieillesse par rapport à la virilité, hein, la virilité, ça ne va pas avec la vieillesse. Voilà. Tandis que la féminité peut s'accommoder de la vieillesse. Et là, on rejoint ce que disait Annie à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir aussi à cette différence entre les hommes et les femmes, avec les avantages de ce point de vue-là que les femmes pourraient en tirer pour elles-mêmes, mais aussi pour la société, hein, et pour les hommes aussi, probablement. Et peut-être aussi une perception de civilisation qui serait autre, qui résonnerait autrement. Il y a une jeune femme à notre séminaire, elle est là juste devant moi, qui a dit quelque chose de très profond cet après-midi, qui a dit au nom de sa jeunesse, mais nous, les jeunes, on n'a pas forcément envie d'être dans la performance de vous imiter, vous, les vieux et les vieilles qui désiraient être dans cette espèce de rapidité, de culte d'une jeunesse. On a envie d'une société réparatrice, on a envie d'une société où on vient en aide aux plus fragiles, aux plus défavorisés, une société beaucoup plus chaude, humaine, avec des valeurs humanistes qui reviennent. Donc la vieillesse peut peut-être être un modèle
de société pour chacune des catégories d'âge. Qu'en pensez-vous, mesdames? Oui, alors je pense... Inspiratrice. Oui, mais j'avais une autre pensée que je vais dire d'abord. C'est que moi, ça fait longtemps que je pense que une des raisons de la longévité des femmes, c'est que elles ont une vie qui était très diversifiée. C'est-à-dire qu'elles ont appris à cuisiner, voilà. Alors, ce qui peut apparaître effectivement comme nous cantonner dans un rôle, mais on a l'habitude d'être multitâches. Et que les hommes, eux, ont eu un parcours. Alors, les hommes en vieillissant, comme on disait dans ma famille, ils se laissent aller. Voilà. Mais oui, ils se laissent aller parce que ils n'ont pas eu l'habitude, ils auront eu l'habitude qu'on lave, qu'on repasse leurs affaires, et que, eh bien, s'ils se trouvent seuls, par exemple, eh bien, ou même, beaucoup d'hommes dans le milieu populaire ne lisent pas. Ne lisaient pas, je vais dire à l'imparfait plutôt, ne lisaient pas, et arriver à la vieillesse et ne plus rien avoir à faire, de pas pouvoir, par exemple, faire son jardin, parce qu'on a des douleurs, etc. Que faisait-il? Ben, il restait que la télévision. Voilà, et c'est pas effectivement pas une vie. Donc, je reviens à la féminité qui est aussi, je veux dire, le féminisme peut quelque chose pour la vieillesse. Voilà. Ben, ok, j'adhère. Alors, le féminisme peut quelque chose à la vieillesse. L'âge que nous avons aussi, et je pense que c'est pas un hasard si les fondateurs de cette manifestation et de cette association sont issus de la contestation de 68 et de ses conséquences. Il y a peut-être aussi une prise en charge de la contestation de la manière dont nous, qui avons été des 68ards, devenons des vieilles et des vieux, et que la société en général veut nous marginaliser, nous enfermer, nous invisibiliser. Donc, cette contestation, elle est toujours là, nous ne l'avons pas perdue. Donc, nous sommes peut-être les vrais contestataires de notre société. Oh, on va pas se vanter quand même, mais... Oh ben, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, oui, peut-être effectivement. Alors, par exemple, je ne sais pas si on va en venir là, mais j'ai remarqué que, par exemple, de penser justement à la fin de vie, des manières de mourir, hein, c'est important parce que c'est un projet. C'est un projet. C'est-à-dire qu'on a prise sur quelque chose au lieu d'être passif. Voilà. Et que j'en ai discuté avec des femmes, beaucoup déjà, eh bien, nous qui avons lutté pour la liberté de l'avortement, et ce serait aussi une façon de lutter pour le choix de sa mort. Les deux cycles réunis. Tout à l'heure, Michel, tu as dit si tant est que la vie soit une valeur. On a abordé plus ou moins directement cette histoire de la mort et de la fin de vie. S'il y a de plus en plus de personnes âgées en Europe, plus particulièrement, c'est parce qu'il y a des progrès de la médecine. Et que là, nous avons la chance, il faut le rappeler sans arrêt, que nous sommes nombreux, nous sommes d'ailleurs ultra majoritaires dans cette catégorie de la vieillesse, à être vieux et en bonne santé. Certains gériatres disent, il faudrait le dire d'un seul souffle, vieux et en bonne santé. Pour la plupart d'entre nous, et nous constituons la majorité. Mais cette vie, comme vient de le dire Annie, elle s'éternise de plus en plus. Il y a une espèce de volonté de vivre jusqu'à. Est-ce que vieillir bien, c'est aussi avoir la maîtrise
de sa fin de vie, puisque ça, c'est un des grands problèmes de notre société aujourd'hui, qui va faire d'ailleurs l'objet peut-être d'une loi prochainement, puisqu'un comité s'est déjà réuni et a conclu que la majorité des Français était plutôt favorable à la possibilité d'inscrire dans notre Constitution une possibilité de maîtriser notre fin de vie. Quel est ton avis, à toi? Ah bah, je suis tout à fait pour, absolument. Oui, oui. Je suis pour une telle disposition. Mais avant même d'en arriver là, au choix de la manière dont on va mourir, oui, c'est important, c'est très important. Il y a l'aménagement de ce temps de plus en plus long de la vieillesse. Par exemple, comment habiter, hein? Comment habiter? Est-ce que la vieillesse, c'est les EHPAD? Voilà. Est-ce que c'est ça la solution? Comment améliorer les EHPAD? Personne n'a l'air de trouver ça très bien, très drôle, hein. Par conséquent, multiplier les inventions, les manières d'habiter, de cohabiter avec quelqu'un, de vivre seul si on préfère, mais en ayant des possibilités. Enfin, il y a probablement, avant de penser même à la mort elle-même, qui est en effet un problème à aborder, très important, et pour la liberté de choisir sa mort, oui, je pense que c'est important, mais il y a aussi toute cette action à avoir dans la vie même de la vieillesse. Parce que la vieillesse, c'est une vie. Voilà, hein. Avant de mourir, il y a la vieillesse. Et la vieillesse, c'est une vie. Et c'est une vie de plus en plus longue. Par conséquent, ça peut, en effet, entraîner réflexion, invention, action, de toute manière. Et j'imagine que nous sommes en train, en ce moment, et peut-être cette réunion en est un témoin, de prendre conscience de tout ça. Et peut-être ça va être quelque chose d'important dans les années qui viennent. Il y a peut-être des choses à faire, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Oui, merci beaucoup Michel. Mais justement, ce contre-salon s'inscrit aussi contre une volonté collective de ce conseil qui a été créé pour dire à la société que nous voulons vieillir comme nous l'entendons. Ce n'est pas parce que nous sommes vieilles ou vieux que nous devons nous laisser faire et que nous devons répondre à des injonctions, d'être enfermés effectivement dans des EHPAD, d'être invisibilisés, d'être dénués des droits de citoyennes et de citoyens. Est-ce que vous pensez toutes les deux qu'on vit dans une société où l'agisme sévit? Oui, je pense, oui, l'agisme sévit. C'est vrai qu'il y a nécessairement, enfin, étant donné l'importance de la production, etc., une glorification de la jeunesse et la difficulté qu'on a à se situer quand les forces déclinent. Oui, bien sûr, ça existe. Mais le fait qu'il va y avoir nécessairement dans nos sociétés de plus en plus de gens d'un certain âge, comme on dit, hein, c'est-à-dire finalement de gens âgés, ça va probablement changer les rapports entre les choses. Et de ce point de vue-là, je serais peut-être un peu pessimiste collectivement en raison des idéologies qui se créent et pas tellement sur le plan plus personnel. Parce que naturellement, on rencontre toujours un certain nombre de gens, donc on ne sait pas trop ce qui se passe collectivement. Mais je trouve que les jeunes générations sont, à la limite, actuellement, beaucoup plus en lien avec les gens âgés qu'autrefois. Moi, ça me frappe beaucoup. Il n'y a pas chez les jeunes d'aujourd'hui de répulsion, de répugnance pour les gens âgés. Je trouve qu'il y a plutôt une certaine solidarité, me semble-t-il. J'en suis moins sûre. Et si vous prenez le métro, le RER, c'est pas l'impression que vous avez. Voilà.
c'est plutôt je veux dire, de totale ignorance, quoi. On vous voit pas. On ne vous voit pas. Et moi, je connais qu'une chose pour être vue, c'est avoir une canne. Sinon, ah bah oui, si, c'est vraiment. Oui, la canne protège. C'est-à-dire quand il y a vraiment, on va pas vous bousculer. Mais sinon, c'est peu importe, on ne vous regarde pas. On ne vous regarde pas. Et c'est vraiment une expérience que je fais beaucoup. Et donc, alors je veux dire que ce que vous dites, Michel, c'est valable dans certains cercles, dans certaines situations. Et puis dans d'autres, effectivement, parce que c'est pas encore je veux dire, acté finalement collectivement cette valeur de la vieillesse justement qu'il faudrait protéger en quelque sorte. On n'est pas une espèce protégée, non, quand même. Mais donc qu'il faudrait donc. Et on n'est pas une espèce en voie de disparition, bien là, au contraire. Non, il va falloir compter avec nous. Hein. Voilà, c'est ça. Et je crois que justement, puisqu'on est nombreux. Eh bien, vous savez bien que c'est avec le nombre qu'on fait des choses, quand même. C'est là. Donc, notre espoir, c'est justement que devant le nombre que l'on représente et aussi l'action que l'on entreprend, eh bien, on soit regardé. Oui, ce que vous dites, Annie, c'est important et ça me fait réfléchir à un problème. Hein. Il faudrait surtout pas que dans la société, il y ait une guerre des âges. Voilà. Et ça, il y a un risque là. Hein. Il y a un risque, étant donné que, en effet, la vieillesse, puisqu'on l'appelle comme ça, va devenir quantitativement plus importante, qu'à juste titre, elle va demander ses droits, sa place, sa reconnaissance. Hein. Il faut réfléchir à la manière dont les plus jeunes vont voir cela. Parce que c'est pas facile d'être vieux, mais c'est pas non plus facile d'être jeune à l'heure actuelle. Hein. Et il faut faire très très attention aux problèmes. Moi, ça me soucie beaucoup, ça. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas facile leur vie quand même. Hein. Le travail, les changements rapides dont nous avons parlé, les problèmes de logement, etc., les problèmes de boulot, les problèmes de guerre. Donc, la conscience de la vieillesse doit se faire aussi avec cette réflexion sur la place de la jeunesse. Les deux ne doivent pas être séparés. Mais justement, n'oublions pas que 68 a été créé par des personnes qui trouvaient que la société était dirigée par des gens trop vieux. Ce sont ces gens-là qui ont constitué ce mouvement qui ne fait que commencer, la révolte, la prise de conscience, la considération. Je trouve personnellement, mais je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux, qu'il y a une absence de considération de la jeunesse aujourd'hui, il y a une absence d'intégration de la jeunesse, et je trouve, alors je ne sais pas si je suis trop optimiste, mais je trouve comme Michel qu'il y a une force de cette jeunesse qui s'intéresse beaucoup à notre catégorie d'âge. Et est-ce que l'intergénérationnel n'est pas aussi une voie d'avenir pour pouvoir vivre les différents âges au même endroit en même temps? Oui, je pense que oui, et je pense qu'il y a en tout cas un pari. Hein. Il y a un pari à prendre, et je pense qu'il faut surtout ne pas être arrogant. Voilà. Je crois que nous n'avons pas nous avons peut-être des choses à transmettre, la mémoire, etc., mais pas de leçons à donner. Hein. Et on a beaucoup à entendre, on a beaucoup à écouter. Hein. Voilà, moi, à la vérité, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'entendre les plus jeunes raconter leurs expériences, ce qu'ils font, ce qu'ils désirent, etc. Mais de cette manière, si on écoute, je pense qu'on suscite aussi, sans le chercher peut-être, sans même le vouloir, l'intérêt. Hein. Et peut-être que la manière de raconter notre histoire, de faire partager, de comparer, ça peut être un charme de la vie.
et un charme de la vie qui réconcilie les âges. Mais il faut que nous le voulions aussi. Oui, je pense que c'est juste. Je crois vraiment que ça peut se passer. Mais est-ce que ça n'arrive pas déjà dans les familles aussi et même. Alors, disons que lorsqu'on a affaire à des groupes de jeunes, quelquefois, c'est plus difficile quand on est vieux, je veux dire, de se sentir, oui, de se sentir au front proche. Je crois qu'on sent un peu cette différence-là. Mais je pense à des expériences qu'il y a, par exemple, puisqu'il y a des personnes âgées qui ont des appartements dans les villes et qui prennent des étudiants pour prêtent leur voilà ou contre justement une soirée, quelques soirées à la maison. Je pense que ce sont aussi de bonnes initiatives, par exemple, mais cela à faire qu'avec, je veux dire, dans les villes, dans les grandes villes, mais pas à la campagne, bien sûr. Voilà. On va terminer sur les charmes de la vieillesse. Quels sont-ils, Annie? Ah, mais il y en a beaucoup tout de même. Ils sont discrets, les charmes? Non, il y en a beaucoup. Mais oui. Oui, ben justement, c'est que on n'a pas je veux dire, c'est terrible de choisir son avenir à 20 ans. Et là, voilà, ça n'est plus à faire. C'est quelque chose. Bon, moi, j'ai mes souvenirs de profs. Et par exemple, bien sûr, d'être obligé de mettre le réveil très tôt, toutes ces choses que, à mon âge, je m'autorise à ne pas faire, bien sûr. Voilà, des choses très pratiques, très très simples. Et alors parmi les charmes, alors je sais pas, ça dépend vraiment des individus. C'est-à-dire que moi, j'accorde beaucoup plus de valeur au présent et à des choses très qui autrefois ne comptaient moins. C'est-à-dire un lever de soleil magnifique sur l'Oise. C'est un oiseau qui chante le soir. La nature a beaucoup plus d'importance qu'elle n'avait pour moi, par exemple. Il y a aussi cette possibilité d'avoir du temps pour lire, je veux dire, n'importe quand, de lire énormément. Et bon, et puis il y a cette chose quand même extraordinaire quand on a des petits enfants, c'est de les voir grandir. Voilà, ça c'est. Alors je sais que c'est peut-être. Je pense que la liberté des femmes, c'est de n'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Et pourtant, en tant que femme vieille, je me dis quand même que c'est une de mes grandes joies de la vie. Voilà, c'est ça. Et Michel, les charmes. Les charmes de la vieillesse, il y en a. Il y a d'abord, en effet, cette liberté relative, naturellement. Attention, il y a toujours le corps qui est là, qui nous impose ses dictates. Mais il y a une liberté de penser, par exemple. Qu'est-ce que j'en ai à faire, après tout, de telle ou telle chose? Rien. Autrement dit, il y a une liberté de penser, oui, de réagir, les conventions existent beaucoup moins, les frontières existent beaucoup moins, et je crois que ça, c'est une liberté dont il faut profiter. On n'en a plus rien à foutre
voilà, hein, de telle ou telle chose. Donc, peut-être ça peut amener une certaine décontraction de ce point de vue-là. Hein. On peut être assez décontracté en ayant la vieillesse. Alors, comme Annie, j'éprouve aussi beaucoup le sentiment de la jouissance temporelle. Hein. La petite chose qu'on ne remarquait pas avant et qu'on remarque souvent comme ça, hein, et qui vous donne de la joie. Donc, bon, la vieillesse, c'est pas drôle, mais essayons d'en profiter quand même. Voilà. Merci infiniment à vous deux. Y a-t-il des questions? Sans ça, il y a un micro qui circulera. Merci. Bon. Ben, merci à vous aussi d'être si nombreuses et si nombreux. Et merci à Annie et à Michel. Des belles qualités. Merci beaucoup.